L'intérêt pour les protéines végétales ne cesse de croître. On ne compte plus le nombre d'émissions relatives à la transition alimentaire, à la nécessité de consommer, pour nous occidentaux, moins de viande et donc en parallèle de consommer plus de protéines issues des végétaux. Pourquoi s'intéresser aux protéines végétales? Les arguments pour ce changement sont multiples. Environnement, durabilité des productions, bien-être animal, santé enfin. Mais quelle serait l'urgence? Ou plus positivement, pourquoi serait-il temps de se préparer à modifier plus ou moins en profondeur les sources de protéines dans notre alimentation? Nous savons que la population mondiale augmente et que nous serons, selon les estimations, autour de 9 milliards à l'horizon 2050. De fait, les besoins alimentaires seront donc aussi plus importants. L'inquiétude vient que si toute la population mondiale ou une fraction de celle-ci adoptait notre régime alimentaire, le sourcing, notamment en protéines, deviendra problématique. On estime qu'en 2050, les besoins en protéines, toutes viandes confondues, seront autour de 465 millions de tonnes. La protéine, c'est cher. Les protéines sont dans nos aliments la partie qui coûte cher, car les protéines animales coûtent cher à produire. On voit que le prix moyen du kilo d'amidon est autour de 40 centimes, le kilo de blé lui étant à 14 centimes. L'huile de soja se situe autour de 66 centimes. Le lait en poudre, lui, se négocie autour de 3,60 € le kilo. Si on atteint les protéines purifiées de ce lait, par exemple la fraction de lactosérum, on arrive à 12 € le kilo. Enfin, la viande rouge par excellence, le beefsteak, s'achète autour de 15 €. Ceci est une moyenne et vous savez que certains morceaux sont bien plus chers que ça. Sans catastrophisme, la réalité est que produire des protéines d'origine animale est aussi globalement plus cher en surface et en ressources végétales pour obtenir ces protéines animales. Sur le plan surface, bien évidemment, la production d'1 kg de bœuf nécessite la plus grande surface, ici 250 mètres carrés. Cependant, on peut utiliser des surfaces en herbe qui ne sont pas nécessairement arables pour l'alimentation humaine. Le bœuf est censé manger de l'herbe. En deuxième position, on trouve le porc, puis en troisième et quatrième position, respectivement, le poulet et le lait, avec des surfaces de 120 mètres carrés, 75 mètres carrés et 35 mètres carrés. Bien sûr, vous l'aurez compris, le soja, qui entre dans l'alimentation de ces animaux et qui contient jusqu'à 35% de protéines, ne demande lui que 12 mètres carrés de surface agricole. À l'échelle mondiale, on sait que un tiers des terres arables sont dédiées à l'alimentation animale. En France, c'est 2 tiers des surfaces arables qui sont dédiées à l'élevage. D'où l'idée de 3 planètes nécessaires si tous les humains décidaient de se nourrir avec autant de protéines animales que nous, nord-occidentaux. Côté conversion de protéines végétales en protéines animales, c'est-à-dire le taux de transformation de la protéine végétale en protéine animale, il faut être prudent. On trouvera beaucoup de données plus ou moins sujettes à polémique sur le web, car les modes de calcul doivent tenir compte de l'espèce animale et de son mode d'alimentation. Bien sûr, un bœuf ne peut être nourri avec 100% de soja, mais le poulet est sur du 100% grain, soit du blé, du maïs ou du soja. Les données statistiques mondiales s'accordent pour dire que plus de 60% des céréales et plus de 80% du soja sont utilisés pour nourrir les animaux de rente. Sur cette base, on retiendra que selon les espèces et le choix dans le mode d'élevage, il faudra de 2 à 7 kg de protéines végétales pour obtenir 1 kg de protéines animales. On pointera le cas de la viande de bœuf qui pourrait ne pas utiliser de protéines végétales cultivées si l'animal était nourri avec de l'herbe et de la luzerne. Les ressources complémentaires
nous permettront de voir d'autres points de vue sur cette question très polémique, surtout dans un pays de tradition d'élevage comme la France. Notre propos n'est dans aucun cas une charge anti-élevage. Vous l'aurez compris, la question des protéines est donc essentielle au niveau mondial. Plusieurs rapports de la FAO scénarisent les besoins en protéines et font des recommandations sur l'évolution des pratiques agricoles entre pays développés et pays en voie de développement. À l'échelle nationale, les rapports, séminaires se multiplient et les incitations à développer des travaux de recherche dans le domaine des protéines végétales sont favorisées par l'attribution de financements dédiés. Assurer nos approvisionnements en protéines, que ce soit pour l'alimentation animale et pour l'alimentation humaine, sont d'ores et déjà prises en compte par les pouvoirs publics. Pour plus d'informations, vous pouvez lire les ressources complémentaires à ce sujet. Quelles sont les sources de protéines végétales que nous avons ici à notre disposition en France? Au sein de notre régime alimentaire, nous consommons déjà des protéines d'origine végétale. Le total des apports en protéines d'origine végétale est estimé, d'après les enquêtes Suivimax 1 et 2, autour de 40%. Les produits à base de blé, les céréales, sont les premières sources avec plus de 10% des apports. Dans ce tableau, je présente les teneurs en glucides, lipides et protéines de différents végétaux. Attention, tout est exprimé par rapport aux produits sans eau, c'est-à-dire sur la matière sèche notée MS. Ainsi, pour le blé et le seigle, on trouvera autour de 10 à 13 grammes de protéines pour 100 grammes de grains ou de farine complète. Si on prend la catégorie des légumineuses, le soja, le pois, la fève ou le lupin, on trouve des valeurs bien supérieures avec des teneurs qui vont de 23 grammes de protéines pour 100 grammes de produits jusqu'à 35 grammes de produits pour 100 grammes de matière sèche avec le soja, ce qui est tout à fait intéressant. En ce qui concerne d'autres graines que vous connaissez certainement et qu'on appelle légumes secs, c'est-à-dire le haricot, le pois cassé ou la lentille, on en a aussi des valeurs tout à fait intéressantes en termes de quantité de protéines pour 100 grammes de matière sèche. Si on s'intéresse à quelques noix et l'amande, par exemple, on a ici une valeur de 22 grammes de protéines pour 100 grammes d'amandes. La matière sèche étant ici très élevée, il y a très peu d'eau dans l'amande, donc 22 grammes de protéines pour 100 grammes pour cette amande. Et pour la noix de Grenoble, on a une valeur un peu inférieure. Notez bien sûr qu'avec les céréales ou le pois, la fève ou l'haricot, on a un apport important également en énergie sous la forme de glucides. En ce qui concerne le soja ou les amandes et les noix, là, on a un apport calorique qui est apporté par la fraction de lipides qui est associée à ces produits. Si on regarde les légumes dits verts, comme le brocoli, la courgette ou le champignon, on voit que toujours sur la matière sèche, on a des quantités de amidon, mais surtout de glucides exprimés par des fibres qui sont importantes. Et on regarde ici le comportement protéique qui est tout à fait honorable. On se dit, voilà, 29 grammes de protéines pour 100 grammes de champignons, mais attention, de champignons secs. Il faut faire attention avec les données lues sur matière sèche. En effet, on est capable de dire que 100 grammes de champignons secs est égal à 100 grammes de blanc de poulet, mais humide. De fait, nous ne mangeons pas de la matière sèche. Le blé, nous le trouvons bien sûr dans le pain et les pâtes. Pour une portion de 100 grammes, on voit que le pain apporte 8 grammes de protéines avec une quantité d'eau de 30 grammes. En ce qui concerne les pâtes cuites, celles-ci renferment 70 grammes d'eau et donc la teneur en protéines descend à seulement 4 grammes de protéines pour 100 grammes de pâtes cuites.
Pour les légumineuses à graines et les légumes secs, une fois cuits et donc hydratés, ceux-ci apportent pour 100 g des teneurs en protéines de l'ordre de 8 g jusqu'à 12 g avec les graines de soja cuites. Et oui, les 35 g de protéines pour le soja, c'était sur la graine sèche. Enfin, la courgette et le champignon, qui sur matière sèche présentaient un taux de protéines non négligeable, une fois dans votre assiette, présentent des taux beaucoup plus faibles. Le champignon, on arrive à seulement 2,6 g de protéines pour 100 g de champignons cuisinés, et la courgette, on arrive à seulement 0,6 g de protéines pour 100 g de courgettes, car la courgette renferme 95% d'eau. De fait, on sait bien que ces aliments ne sont pas consommés pour leur teneur en protéines. Sans tenir compte de la qualité des protéines et de leur digestibilité, il est clair que les produits animaux, notamment la viande, apportent bien plus de protéines dans un volume plus réduit. Pour remplacer ces 100 g de poulet à 26 g de protéines, il faut ingérer 100 g de chacun des constituants de cette sélection 100% végétale, c'est-à-dire 100 g de pain à 8 g de protéines, 100 g de lentilles, 100 g de pâtes, 100 g de brocoli à 3 g de protéines et enfin 100 g de champignons à 3 g de protéines. Si on poursuit le raisonnement, pour assurer la couverture journalière recommandée par l'ANSES qui est de 0,83 g de protéines par kilo de poids corporel, pour un homme de 75 kg, il faut donc 62 g de protéines par jour. Avec mon régime, il faudrait donc manger 250 g de poulet, mais 1,25 kg du menu entièrement végétal. Je vous ai proposé jusqu'à maintenant des sources végétales que vous connaissiez, mais il existe d'autres propositions de protéines végétales qui sont étudiées. De nouveaux extraits protéiques sont disponibles sur le marché. Ils se présentent surtout comme des compléments alimentaires riches en protéines, comme c'est le cas avec la spiruline ou la chlorelle, qui sont certes très riches en protéines, mais aussi en chlorophylle et ont donc un goût végétal assez fort. On trouve aussi des extraits de luzerne, la luzerne que peut manger la vache par exemple, c'est aussi une légumineuse, mais une légumineuse fourragère. Elle est traditionnellement donc apportée en frais, en verre aux animaux d'élevage, mais aussi sous forme sèche. La Coop France est productrice d'un extrait foliaire très riche en protéines, sur l'extrait sec bien sûr. Peu de produits alimentaires, dans le sens commun du terme, sont donc élaborés avec ce type de protéines pour le moment. Néanmoins, la teneur très élevée en protéines sur les extraits secs mérite que l'on s'intéresse à ces sources de protéines. Il faudra encore quelques recherches pour obtenir des extraits protéiques plus neutres en goût, pour répandre leur usage dans nos assiettes. Mais revenons aux légumineuses. Les légumineuses, si elles sont boudées en Europe dans notre régime alimentaire, sont par contre consommées de par le monde. Les marchés chinois et indiens sont de gros consommateurs étant donné la taille de leur population respective. Il faut garder en tête que pour la grande majorité de la population mondiale, l'apport en protéines est majoritairement d'origine végétale. Ce tableau présente les volumes et les modes de consommation de certaines légumineuses. Ainsi, on peut voir qu'un peu plus de 50% du poids est consommé par les hommes sous forme décortiquée ou sous forme de farine. En ce qui concerne le pois chiche et la lentille, c'est plus de 80% qui sont dédiés à l'alimentation humaine. Des variétés de pois peu connues en Europe sont cultivées essentiellement pour l'alimentation humaine, comme c'est le cas du pois d'Angole, donc je vous présente une photo de la plante et puis de la gousse, avec une teneur en protéines autour de 9 g de protéines pour 100 g de pois cuits. Nous ne parlons ici que des graines sèches, mais plusieurs variétés de haricots et de pois sont aussi consommées en gousse entière ou en grains verts. Enfin, sans surprise, on voit que le soja
est produit à plus de 300 000 tonnes dans le monde, mais que seulement 5 à 10% sont directement consommés, assez peu sous forme de graines entières bien sûr, et beaucoup sous forme de produits transformés, sous forme de lait de soja ou de tofu, et puis sous forme d'ingrédients avec des matières protéiques végétales. Vous l'aurez compris, pour limiter nos apports en protéines animales, il faut se tourner vers les sources végétales qui présentent les meilleures teneurs en protéines. À ce jour, les légumineuses à graines sont donc les candidates prédestinées. Que l'on soit carnivore, flexitarien ou végétarien, on doit pouvoir trouver nos protéines dans ces petites graines. Cette possibilité est largement partagée, la FAO a ainsi décrété l'année 2016 Année internationale des légumineuses.